Yamotep Amasu Babankikela Wamazulu. En Kodja Sénègue. Le Kouch Kamit Congo parle aujourd'hui de l'unité africaine. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez de toutes les guerres qu'on voit en Afrique, en parlant, à l'occurrence, de la RDC et le Rwanda? Ouais. Vous qui parlez de l'unité africaine, qu'est-ce que ça vous renvoie comme image? La chefferie ou la maison Nkinkelo Amazulu a lancé les projets à travers les Kouch Kamit Congo, qui est celui de l'unité des Africains. Ou l'unité, ce n'est pas l'unité africaine en tant qu'institution, mais c'est un projet. C'est une conscience de l'unité des Africains. Et quand, ce n'est pas par hasard que ces projets nés de la période où nous sommes en train de vivre une des plus grandes profondes crises en Afrique. Jamais de l'histoire africaine contemporaine, l'Afrique est née en 1885. Ok? En 1884, ce n'est pas l'Afrique. Du point de vue de la perception de la région des Grands Lacs. Elle était Afrique du point de vue des Occidentaux, des étrangers. Mais ce n'est pas comme ça que nous nous appelions. Nous avions une dimension. À partir de 1885, et cette réalisation devient certes. Okay? Et depuis cette époque-là, nous n'avons jamais connu des crises aussi profondes que ce que nous sommes en train de vivre entre la RDC et le Rwanda. Et ça, c'est un point très important de la mission de l'unité africaine ou de l'unité des Africains. Dans un premier temps, cette guerre est une honte. Parce qu'une chose doit pouvoir être étudiée sur plusieurs aspects, sur plusieurs volets. Vous dites c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte que deux voisins aussi proches. Vous devez réaliser à un moment donné que la différence entre ce qui est appelé aujourd'hui le Congo, ok, et ce qui est aujourd'hui appelé le Rwanda, qui étaient des anciennes royautés, ce qui les divise aujourd'hui, c'est une ligne qui a été tracée en 1885. Vous savez qu'est-ce que cela signifie? Des cousins se retrouvent de gauche et de droite. Ok? Des cousins se retrouvent de gauche et de droite. D'un certain point, si nous voulons parler de la composition d'un peuple, nous allons retrouver les 100 Congo dans ce qui est aujourd'hui appelé les Rwanda. Et les 100 Rwanda dans ce qui est aujourd'hui appelé les Congo. Ok? De ce point de vue-là, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle un fratricide. Vous savez, c'est quoi un fratricide? C'est une guerre entre frères d'une même famille. C'est un fratricide, c'est une fratricide. Et de ce point de vue-là, elle représente une honte. C'est une honte. Du point de vue, parce que il faut être un peu plus profond dans la cause. Aujourd'hui, bien entendu, il y a une démarche qui est non négligeable, conduite par plusieurs acteurs politiques pour essayer, disons, de trouver une solution au conflit. Okay? Et j'ai apprécié, j'ai suivi hier la déclaration du président Denis Sassou Nguesso, qui a dit d'abord la solution de cette crise devait être africaine. C'est un élément très important. Elle doit être africaine. Et on ne veut pas se retrouver dans la même situation qu'avec la Libye, où les étrangers interviennent avec une force militaire pour créer un problème, pour éteindre une bougie. En fait, on vient avec des jets de guerre et en fait, toute la maison s'ébranle. Okay? J'ai apprécié cela. Et c'est une direction pour se dire que ce que je suis en train de dire ne contradit pas ce que le travail mis des gens en marche. Je vais tout simplement ajouter de la profondeur. Une compréhension alternative et profonde. Je disais, les différences entre les différents peuples africains. Ok?
Congolais, Burundais, ce sont des lignes coloniales qui ont été, nous avons été donnés une identité. OK? Nous avons été appelés Africains dans un premier temps. Mais nous ne nous appelions pas Africains. Nous avons été donnés un nom. Nous avons été donnés une identité. Les autres nous identifient en tant que des Africains. OK? Et là, nous sommes en train de parler d'une désignation. Une désignation est rarement identitaire. OK? Comment nous appelons-nous? OK? Quand on pose cette question-là, qui semble négligeable, mais les conséquences de ces facteurs peuvent être profondes. Nous ne sommes pas des Africains, nous sommes appelés Africains. Être appelé ainsi n'est pas une initiative. Notre âme, notre âme. Elle est imposée. C'est comme un marque qui nous a été donné. De la même manière, nous ne sommes pas appelés des esclaves. Les autres nous ont appelés esclaves. Comment nous appelons-nous avant? Ces problèmes est très particulier parce qu'à la fin d'aujourd'hui, cela ne permet pas de réaliser que nous sommes en train d'avoir un fratricide en Afrique. La guerre entre les Congo et le Rwanda est un fratricide. C'est une guerre entre frères. Et de ce point de vue-là, dans un premier temps, elle représente une honte. Pour rendre un peu plus clair, c'était comme si aujourd'hui, eh bien, la France rentrait en guerre avec la Belgique. Ce n'est pas que cela n'a pas eu lieu. Nous avons eu cela. Okay? La France est en guerre avec l'Allemagne. Mais cela est passé dans l'histoire comme une grande honte. C'est comme si aujourd'hui les États-Unis rentraient en guerre avec le Canada. Ça serait une grande honte. Okay? Même les conflits entre la Russie et l'Ukraine représentent une honte. Parce que c'est un fratricide. Du point de vue moral, c'est une honte. Une des raisons pour laquelle le président Poutine avait refusé dès le début de la guerre de procéder avec des bombardements sommaires comme aurait fait toute autre nation occidentale, c'est parce qu'il reconnaissait que ce sont des frères. Nous avons un conflit. Hein, et le président Poutine a toujours parlé de conflit. Il a toujours évité d'affirmer une guerre. Ça, c'est les Occidentaux qui l'ont appelé ainsi. Pourquoi il y a cette conscience-là? Il dit c'est un conflit qui doit définitivement être réglé. Ce n'est pas une guerre que la Russie doit gagner. Très clair. La Russie, le président Poutine a toujours dit que c'est un conflit qu'il faut régler. Il faut arriver à des solutions. Ce n'était pas une guerre à gagner. Parce que entre deux frères, okay, dans une famille, il n'y a pas un qui gagne, l'un qui perd. On trouve un compromis. On trouve des arrangements. OK? Et de ce point de vue-là, la guerre entre le Congo et le Rwanda est une honte. Je sais qu'il y a plusieurs intérêts discordants là-dessus. Ceux qui parlent des minerais, l'exploitation du président Kagame, soi-disant, ok, des minerais congolais, parce que, disons, nous ne pouvons pas, je ne peux pas, moi personnellement, dire ainsi parce que je ne possède aucune preuve là-dessus. Ok? Ce sont à ces moments-là, jusqu'aujourd'hui, il y a des hypothèses. OK, tels que les Rwandais producteurs de minerais qui ne possédaient pas. Ce sont des hypothèses. Mais moi, personnellement, je ne peux pas affirmer cela parce que je ne possède aucune documentation là-dessus. Je ne suis jamais intéressé à ce sujet-là. OK? Mon approche est du point de vue moral. Je ne fais pas une approche politique. Je ne fais pas une approche sémantique. Je ne fais pas une approche militaire. OK? J'apporte une dimension morale. OK? Et de ce point de vue-là, nous avons affaire à une honte. Dans un quartier, si entre deux maisons, deux garçons sont en train de se battre, ok, les voisins vont venir intervenir, d'abord séparer les deux voisins, ok, essayer de comprendre c'est quoi les problèmes, pourquoi vous vous battez. Mais si dans un quartier, dans une maison, deux frères, l'un de 25 ans,
l'autre de 31 ans, sortent à la rue et commencent à se rouer des coups, les gens du quartier vont venir et se poser une question. Ils vont tous se poser une question. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là qui va faire ce que des frères, des sangs, ok, sont en train de se rouer des coups? Parce que s'il est vrai que nous pouvons par hypothèse dire que nous n'avons pas de lien de sang, par exemple, avec les Tanzaniens, du point de vue de la distance qui sépare, ok, nous pouvons hypothétiquement, du point de vue de la raison, pas du point de vue médical, ok, si hypothétiquement du point de vue de la raison, nous pouvons dire que nous n'avons pas de lien de sang direct avec les Tchadiens, ou avec les Zimbabwéens, ok, ou avec les Mozambicains, nous ne pouvons pas dire ainsi du Rwanda. Ok? Parce que nous coexistons sur la ligne des frontières qui était tracée en 1885. Avant, elle n'existait pas. Pendant très longtemps. Au point où nous avons des sangs en commun. Ok? Entre ce qui s'appelle Congo, les Congolais, et ce qui s'appelle Rwandais, il y a du sang en commun. C'est une réalité scientifique que nous ne pouvons pas ignorer. Et de ce point de vue-là, nous sommes devant une honte. C'est une honte pour la région des Grands Lacs et c'est une grande honte pour l'Afrique. C'est une très grande honte. Ce n'est pas la première guerre que nous assistons, ok? Mais c'est la première fois que nous avons cette lecture-là. C'est un premier temps, nous avons face à une honte. Parce que nous partageons les sangs. Je ne dis pas que nous avons le même sang, mais nous partageons des sangs. À dire les choses comme ça veut dire que vous condamnez tous les deux partis. Je condamne tous les deux partis. Okay. Je condamne tous les deux partis. Quand des personnes sont en train de se faire du mal, il n'y a pas, du point de vue moral, quand des personnes sont en train de faire du mal, il n'y a pas quelqu'un qui a raison, qui a l'autre, qui a tort. Surtout dans les cas que ce sont des frères, comme spécialement parce qu'il s'agit des frères, des sangs. On ne peut pas ici arriver faire un discours politique ou juridique. Ok? Des frères ne s'accusent pas au tribunal. On est bien d'accord, on est des Bantous. On n'est pas des Occidentaux. Des frères, des sangs ne se portent pas au tribunal. Le tribunal ne peut pas sanctionner les mêmes sangs. C'est pas que c'est pas faisable, mais c'est une abomination. Okay? Et tous les deux partis ont tort. Il n'y a aucune partie qui a raison. Je ne parle du conflit, je parle de la guerre. Je ne suis pas en train de parler des différents business qui sont en train de se créer. Là, c'est pas mon domaine. Ok? Je ne dis pas que le Rwanda a tort d'exploiter ou le Congo a tort d'exploiter. Non. Je ne rentre pas dans ce domaine-là. Je reste sur un plan moral. Tous les deux partis, parce que je vois, moi, des frères de sang qui sont en train de se faire du mal. Donc, ils ont tous les deux tort. Parce que l'un de l'autre devait considérer avant tout la fraternité qui les lie. Avant toute autre chose. Quand ton frère te fait du mal, vole chez toi. Quand tu te fâches, après un moment donné, tu t'arrêtes. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que tu réalises que c'est ton frère de sang. Ta colère doit s'arrêter à un certain niveau. Il ne peut pas aller au-delà. Si c'est une autre personne, tu irais au-delà. Mais comme c'est ton frère de sang, tu dis, et puis tu t'arrêtes. C'est les Mukongo qui nous enseignent cela. La voie des vies. Mais pourquoi je suis en train de parler de cela? C'est parce que je trouve que les racines de cela sont profondes. En fait, ces conflits pour moi est une conséquence. Ok? Et la conséquence d'un tel conflit, bien entendu, on peut l'étudier du point de vue politique. Et là, on parlerait des recherches qui regorgent les Congo et de la jalousie des voisins, dont le Congo et des cousins, dont le Rwanda est un. Et par après, la jalousie internationale. Mais là, nous sommes en train de parler de géostratégie, géopolitique. Ok? Nous pouvons les voir sur un point de vue purement politique. Ok?
nous pouvons l'étudier sur un plan purement militaire ou sémantique. Je ne suis ni expert de l'un ni de l'autre. Je reviens sur là où je suis un expert, c'est la morale. C'est un point de vue moral. Parce que la morale fait référence à la tradition. Toute culture a une morale qui est propre. Et moi, en tant que représentant d'une chefferie, ok, je représente cette culture. Et cette culture me met sur les chemins d'une considération morale. Et cette moralité me permet de sonder plus profondément les vraies raisons de ces mal. Les causes que nous sommes en train de voir sont apparentes. Okay? Et je vais expliquer pourquoi elles sont apparentes. Les vraies causes sont profondes, sont identitaires. Comme je disais avant, il n'existe pas un consensus signé par les Africains, ok, pour lequel nous nous en appelons Africains. Nous ne sommes jamais arrivés à cela. Cette démarche-là n'a jamais été applicable, appliquée. En aucun jour, nous nous sommes convenus, ok, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Nous sommes des Africains. Les Occidentaux ont appelé l'Afrique une terre conquise. Souvenons-nous de l'origine du terme africain. Le mot africain était le nom d'un conquérant. Ok? Il nous donne ce nom-là en tant que réalité d'une terre conquise. Ok, non? Donc, il conquit une terre. Il occupe une terre. Mais on n'occupe pas une culture. On n'occupe pas une identité. Ok? Mais nous avons été forcés à oublier c'est comment nous nous appelions pour nous aligner à une identité conquise, à un nombre donné, à un territoire conquis. Et je suis seulement en train de faire des analyses. Je suis en train de mettre sur point une hypothèse. Et je ne suis pas en train de m'affirmer et de me confirmer. Sur cette base-là, arrivé en 1885, ce terme existe et pour les intérêts géostratégiques et de la domination impérialistique de l'Occident sur l'Afrique, le continent qui est désormais nommé terre conquise et pour effet porte le nom Afrique est divisé entre différents vainqueurs. Et chaque vainqueur donne à une terre d'occupation un nom propre. Cameroun, Tchad, Congo, ainsi de suite. Avant, nous avons la période impériale. À aucun moment, ok, les notables, les royaux des différents territoires nommés aujourd'hui se sont réunis pour dire que voilà, nous avons délibéré, vu que les anciens royaumes sont tombés et que nous sommes passés à une étape successive d'organisation territoriale, nous décidons qu'à partir d'aujourd'hui, nous engageons nos peuples à nous appeler ainsi et à partir d'aujourd'hui, notre identité est ainsi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand nous disons que nous sommes les Bayombe, c'est nous qui nous appelons les Bayombe. Personne ne nous appelle les Bayombe. Quand nous disons que nous sommes les Bamilenke, c'est nous qui nous appelons Bamilenke. Personne ne nous appelle Bamilenke. Quand nous disons que nous sommes des Zoulous, c'est nous qui nous appelons Zoulous. C'est une identité définie par rapport à des paramètres culturels propres et identitaires. Si le nom Zoulou définit une identité propre, il indique un territoire, il indique une histoire, il indique une culture. Tosa, différente. Tebele, ainsi de suite. Ngala, Luba, ainsi de suite. Ok, non? Il faut réaliser que nous existons encore ces différences-là. Ce qui vient après, toutes les superstructures qui sortent à partir du yombisme, ok, n'existent, elles sont pas réelles. Parce que quand on dit les peuples yombés, ils se reconnaissent intérieurement. C'est un terme qui te renoue à une culture, à une langue, ok, à des images, à des sons.
Vous voyez un peu. Quand vous dites africain, les mots africains ne se trouvent dans aucune langue africaine, dite africaine. OK? Les autres nous appellent ainsi. Et nous avons été malheureusement superficiellement absorbés dans cette définition. Au point où nous avons créé des sur-organisations auxquelles aujourd'hui nous nous fions aveuglément. Sinon, l'Union africaine, qui a tout beau se démontrer incapable de porter des solutions à des problèmes, à des conflits africains, parce qu'il s'agit d'une surstructure créée sur base de rien. Il ne représente personne. Il ne représente que la désignation donnée par des forces d'occupation à des peuples qui ont une identité propre. Les Occidentaux ne nous ont pas demandé comment vous vous appelez et comment vous appelez votre territoire. Votre territoire commence d'où et s'arrête d'où. Et comment vous vous appelez. Non, ils sont arrivés, ils nous ont dit, non, à partir d'aujourd'hui, vous appelez ainsi. Et après, ils ont subdivisé comme bon leur semble. Exactement. Ces manques-là, et se reflètent aujourd'hui. Quand nous parlons des Africains, eh bien, ça n'existe pas, les Africains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand nous disons les Africains, nous disons les peuples européens ont une histoire propre. OK? Ça vient avec une identité, une combinaison historique. L'Europe est une conquête. OK? Une histoire, des acteurs propres. Vous entendrez de différentes réunions, différentes rencontres réalisées par les comtes Wongerberg de l'Allemagne et les représentants suisses et ces autres-là. Ils ont travaillé pendant longtemps, OK, pour arriver à réaliser l'Union européenne. C'est un travail qui est la leur. Ça porte leur histoire. Et dans l'Union européenne, vous retrouvez les grandes maisons royales, les grandes maisons notables, garant chacun de leurs territoires qu'ils ont fédérés avec leurs mandats, avec les mandats étant leur accordés par leur peuple, les représentés, et par leur tradition et culture. Ce qui n'est pas le cas avec l'Afrique. L'Afrique, c'est un mot vide. C'est un mot qui, justement, indique tout simplement une personne. Comme on dit, un appareil photo. L'appareil photo, c'est un bien, c'est une chose qui n'a aucune capacité de s'appeler, de se nommer, de s'identifier. Et donc, nous donnons une identification par rapport à l'usage que nous faisons. Par rapport à l'usage que nous en faisons. Nous l'appelons pas cuillère, nous l'appelons appareil photo parce qu'elle nous sert à nous à faire des photos. C'est ça le processus qu'on nomme les choses. Et quand nous avons été nommés Africains, c'était par rapport à une utilité bien donnée. Nous avons servi à construire les métropoles occidentaux. Nous leur avons donné richesse et esclaves, main-d'œuvre. OK? Et c'est par rapport à ces processus-là que nous sommes africains. Et aujourd'hui, confrontés à des réalités dans lesquelles nous devons nous défendre, nous rentrons tout de suite en crise. Pourquoi nous avons une crise identitaire? Nous ne savons pas nous reconnaître. Les Rwandais, OK, ne se reconnaissent pas, sinon ils ne rentreraient pas en guerre avec les Congo. S'il y avait un problème, c'est là parce qu'on la résoudrait avec des accords, avec des compromis. L'histoire du monde nous apprend que les compromis sont toujours signés entre des peuples. Regardez l'histoire des conflits, par exemple, entre la France et l'Italie. OK? La Côte d'Azur, OK, française, était un territoire italien. OK? Que l'Italien a dit céder, l'Italie a dit céder à la France. Par rapport à des accords résultant de la résolution d'un conflit. La Sardaigne, OK, est un territoire français. Historiquement, OK, que la France a dit céder en Italie, en contrepartie. Voyez un peu la chose. L'Alaska
était un ancien territoire russe que la Russie avait cédé aux États-Unis comme moyen de résolution des conflits. Pourquoi? Parce qu'il y a une identité. On se connaît, on se reconnaît. Et par conséquent, on se respecte. Aujourd'hui, nous sommes dans cette guerre. Et, comme je disais, c'est un fratricide, tout simplement. Et les Rwandais ne devaient pas rentrer en guerre avec le Congo. Et s'il y avait des problèmes, il doit y avoir une table de résolution regroupant les notables, les royaumes, les représentants, les vrais représentants territoriaux. Les Congos ne devaient pas rentrer en guerre avec les Rwandais. Il devait y avoir une table ronde. Il devait y avoir une solution où on se retrouve à palabrer sous un grand arbre entre différents notables et représentants non des intérêts despotiques cachés derrière la nuance gouvernementale des Occidentaux, mais entre les véritables représentants culturels des ancêtres des terres. Et arriver à une solution. Parce que toute chose, tout conflit a toujours une solution. Les armes, la guerre, ce n'est pas une solution. La guerre, c'est la continuation d'une solution. Parce qu'il faut savoir, on connaît toujours du moment où on rentre à une guerre, mais on ne sait jamais quand cette guerre finira. Donc, animé de bon sens, de culture et de grâce intellectuelle, la toute première démarche est celui de ne pas rentrer en guerre. Et s'il y avait quelqu'un qui avait ouvert les faits sur l'autre, la bonne démarche est celui de commencer par arrêter les feux. Et par après aller par des compensations. Donc, les deux parties devraient à tout prix dialoguer. Absolument, parce que ça... Je ne parle pas des partis. Si vous voyez, quand on rentre dans les partis, on rentre dans l'idéologie des partis politiques. OK? Et... On parle des deux frères ici. Ouais. Selon le contexte. Ce n'est pas une solution, vous voyez, un peu. Ce n'est pas une solution. La fin de la guerre n'est pas une solution politique. C'est une question de bon sens. OK? Éviter une guerre. Décider de la fin d'une guerre. Décider de cesser le feu. Ce n'est pas une décision politique. C'est une question de bon sens. Et le bon sens nous ramène à la morale. La morale nous rapporte à notre identité perdue. Et notre identité perdue nous plonge dans le livre d'or du Mukongo, qui justement nous dit, on est pratique, nous ne sommes pas des Normands. OK? Nous ne sommes pas des Hébreux. Où la pratique de la fratricide est une pratique normale. Dans les cultures bantoues, c'est une abomination. Il faut comprendre ça. Mais si les deux frères étaient dans l'obligation de se faire du mal, qu'est-ce que je veux dire par là? Si derrière chaque frère, il y a plutôt les grandes puissances qui essayent de pousser l'autre en conflit vers l'autre. Dans les années 60, quand l'Israël rentra en conflit militaire avec l'Égypte, Mobutu fit une déclaration et prit une position claire. Il avait interrompu les relations diplomatiques avec Israël en affirmant exactement ces mots: entre un frère et un ami, le choix est clair. Cela signifie, on doit toujours choisir son frère face à un ami, à un investisseur. On doit d'abord, ça c'est les codes du Congo, la bonne marche, la bonne tenue, les vertus Congo, Bantou, nous disent que entre un frère et un ami, le choix est clair. Encore, je reviens sur la phase de mon introduction. Ce conflit aujourd'hui est âprement ouvert parce que nous nous appelons, nous nous identifions avec des
expressions vides, sans image, sans identité, sans sentiment, sans notion d'appartenance, vide de tout, juste quelque chose pour désigner. Comme on a dit, voilà un appareil photographique. C'est mon appareil photographique. Okay? Parce qu'aujourd'hui, imaginez, juste un exemple, imaginez qu'il y avait une guerre entre les Bayombe. Qui accepterait cela? Quelqu'un soutiendrait cela? Absolument pas. Il n'y a personne. Si on dit non à les Bayombe de Tchela et les Bayombe d'Iboma décident de rentrer en guerre, d'abord, tout le monde se moquerait d'eux. Hein? Les gens des Bandundu, les Kassai, l'Équateur se moqueraient des Bayombe. À la tour, les Banyanga, les Bessingombe se moqueraient d'eux. Il dit, comment vous les Bayombe pouvez arriver à décider qu'il y a une guerre entre Boma et Tchela? Vous êtes malade ou quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a la perception de l'essence de l'identité. Et dans cette perception-là, parce que nous sommes les Bayombe, ce n'est pas quelqu'un qui a décidé que nous sommes les Bayombe. Dans le mot Yombe, il y a un sentiment d'appartenance, une conscience collective, des images, des vertus. Ok? Imaginez qu'on disait aujourd'hui qu'il y avait guerre entre les Baluba de Chikapa et ceux de Bujimaï. Ok? Les territoires nationaux se moqueraient d'eux. Si on voyait les gens, les Baluba de Bujimaï sortir un char de combat et mettre des mitraillettes et se mettre sur la ligne de démarcation avec les Baluba de Bujimaï et dire que les premiers qui sautent, nous tirons dessus. Ou apprendre qu'il y a une guérilla de Bujimaï qui est rentrée dans Bujimaï, dans l'autre et a pris en otage. Vous voyez un peu ce que ça va faire? C'est une honte, les gens vont se moquer de vous. Et tout simplement, ça n'arriverait jamais. Pourquoi ce n'est jamais arrivé? C'est impossible. Ok? Les gens diraient, c'est impossible. Pourquoi? Comme je disais, il y a un sens d'appartenance. Être Luba, être Yombe, ce ne sont pas des mots vides. Il y a une histoire, il y a une conscience collective. Eh bien, quand nous arrivons du point de vue, quand nous disons Congolais, il n'y a pas de conscience collective congolaise. Ça n'a jamais été créé. Ça n'a jamais été les soucis. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre nous a appelés ainsi. Quelqu'un d'autre nous a appelés ainsi. Par exemple, quand nous sommes devenus les Zaïres, c'est un consensus national. OK? Les Zaïres, c'est un consensus national. C'était les représentants du peuple qui ont décidé, non. Par la démarche de l'authenticité, nous décidons de nous appeler Zaïre pour des raisons telles. Ah, nous savions pourquoi nous nous appelons Zaïre. OK, non? Il y a une raison. On dit Zaïre comme notre fleuve. OK? Zaïre comme notre monnaie. Vous voyez, il y a 3 Z. OK? Zaïre comme notre pays. Il est associé à une série d'images. OK, non? Quand on dit les mots Zaïre, il y a des images qui défilent dans votre tête. OK, non? Quand vous dites Zaïre, vous avez des images qui défilent dans votre tête. OK, non? Mais quand vous dites africain, il n'y a rien dedans. Donc, la conscience collective africaine n'existait pas parce que c'était juste un mot de désignation. Les autres nous ont appelés ainsi, mais nous ne nous sommes jamais entendus. Il n'y a jamais eu un consensus entre différents notables de ces grands territoires, de ces grands continents, après avoir été attaqués, pillés, pendant des décennies. Il n'y a jamais eu un travail pour lequel nous avons dit, OK, non, nous nous appelons ainsi. Et ce vide-là est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous trouvons que c'est normal que les Rwandais rentrent en guerre avec les Congolais. Et nous ne sommes pas en mesure d'évoquer les sentiments d'appartenance culturelle. Nous ne sommes pas en mesure d'observer la honte du point de vue de l'identité nostrale. Eh bien, nous sommes seulement capables de voir cela sur le point de vue politique. Sur le point de vue politique, sur le point de vue géostratégie,
sur le point de vue financier, économique, et nous arrêtons seulement là. Mais ça, c'est un discours que les autres font. Encore une fois, nous arrivons. C'est aux autres, aux étrangers, nos Africains, de faire ce genre d'estimation-là, de faire une estimation géopolitique, de faire une estimation politique, parce qu'ils ne sont pas nous. Je prends l'exemple encore de la Russie de l'Ukraine. OK? C'est pour l'Europe. OK? Le fait que Poutine n'a pas bombardé, OK, l'Ukraine, dès le départ, c'était parce qu'il était faible. Ou peut-être qu'il n'a pas assez... En fait, il dit seulement qu'il a les armes, qu'il n'a pas parce qu'il n'est pas en train de bombarder. Nous voyons qu'il n'est pas en train de bombarder. On a dit non, Poutine est fini, il est même malade, il va mourir bientôt, ils ont une crise financière. Voyez un peu, ça ce sont des opinions extérieures. Mais la raison pour aujourd'hui, Poutine est toujours là, aussi puissant qu'hier. Voyez un peu ce que ça fait. Nous, par contre, c'est aux autres de parler du conflit en ces termes-là. C'est pour les minéraux, c'est pour ça, parce qu'ils ne sont pas nous. OK, non? Mais nous étant nous, si nous étions nous, dans les conditions où cette nous-là se reconnaît et s'apprécie, ce n'est pas le discours que nous devrions faire. Nous devons faire des discours à la Poutine, que nous avons un conflit, que nous voulons à tout et à tout prix résoudre. Nous ne voulons pas en arriver à la guerre. Au fait, Poutine ne passe à l'offensive que du moment où il réalise qu'il y a des éléments, il avait averti cela. Si je trouve sur le territoire ukrainien qu'il y a de l'armée américaine de l'OTAN présent, je passe à l'offensive. Je ne passe pas à l'offensive contre mes cousins, mais contre un envahisseur. J'ai un autre envahisseur sur le terrain. OK? J'ai un autre envahisseur. Et tous mes cousins qui décident de se battre aux côtés de l'envahisseur, eh bien, je les considère comme OTAN. C'est le discours que Poutine a fait. Je refuse de bombarder. Je refuse de complètement détruire parce que ce sont des cousins. Il a refusé un fratricide. Et c'est le discours qui doit aujourd'hui y avoir. Entre les leaders. Non, je ne vais pas passer, je ne vais éviter une guerre. Le conflit, il est là. Mais les guerres, je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que ce sont des cousins. On a des sangs en commun. C'est mon sang que je vais aller verser. De tous les deux côtés, ce discours devait être fait. C'est mon sang que je suis en train d'aller verser. C'est un conflit, ce n'est pas une guerre. OK? Mettons-nous sur une table. OK? Faisons intervenir, non pas les pans des marionnettes politiques à qui a été conféré un mandat de gestion d'une institution avec finalité de s'enrichir. Mais nous devons faire intervenir les notables, c'est-à-dire c'est à qui revient le pouvoir ancestral sur les terres. Pour s'asseoir en différentes délégations représentant les deux partis et discuter. Nous ne voulons pas verser notre propre sang. OK? Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que nous voulons? Que chaque parti fasse ses demandes. Après, il va y avoir un collège de notables représentant tous les deux partis qui peuvent faire intervenir notre notable de notre pays, qui vont faire les juges. Qui vont dire non, les demandes de cette partie sont excédents. OK? Nous acceptons 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est contraire à notre identité culturelle. Nous sommes des Bantous après tout. OK? Parce que quand il y a un conflit en Europe, on résout cela par rapport à l'identité européenne. Par rapport au code de vie européen qui interdit de faire ça, et de faire ça, et de faire ça. OK? Parmi un de ces éléments, OK, dans le code européen, ça a été décidé qu'on ne peut pas faire une Europe, on ne peut plus faire une guerre sur le sol européen. Et s'il y a une raison pour laquelle toute l'Europe s'est ralliée contre l'Allemand de Hitler,
Parce que l'Allemagne d'Hitler était disposée à faire la guerre contre les Européens sur leur territoire. Ok? C'était, on ne tue pas. Les frères des sangs. On ne tue pas. Chacun de ces armées allait prendre des étrangers pour les combattre. On tirait sur les étrangers. Mais quand on pointait son fusible, et de l'autre côté on avait son frère, on arrêtait. On ne tuerait pas. Mais vous voyez, pour parler ainsi, il faut avoir une morale identitaire et culturelle, un code culturel à travers lequel nous nous désignons et nous nous reconnaissons. Les Européens ont les leurs. Les Arabes ont les leurs. Les Asiatiques ont les leurs. Nous n'en avons pas. Voilà les racines du problème. Les racines, autrement dit, cela ne serait pas un problème. Regardez l'histoire de l'Europe ancienne. Il y avait toujours des conflits territoriaux qui finissaient toujours par un accord, à travers lequel l'un cédait une partie des terres à gauche et l'autre cédait une partie des terres à droite. Pourquoi? Parce que les notables se réélisaient. Une commission nobiliaire s'installait qui recevait les propositions de l'un et de l'autre et l'étudiait. Ils arrivaient à une résolution. OK? Et appeler les deux parties intéressées. D'abord, en leur rappelant que vous avez les sangs, on ne verse pas les mêmes sangs. Que les fratricides remontent du temps de la Bible, on ne les fait plus. Okay? On ne fait plus des fratricides en Europe, c'est les temps de la Bible. Okay? On ne fait plus des fratricides en Europe. Donc, comment on fait? Chaque partie a proposé, a demandé des choses que les jurys notables a étudié, évalué, a décidé. Pour le maintien de la paix, les progrès dans le futur, telles résolutions ont été acceptées, à telle partie sera accordé ça, 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 ça. À l'autre partie sera accordé ça, ça, ça. À part que les conflits que nous avons réglés aujourd'hui ne ressurgissent plus demain. OK? On serrait les mains et c'était fini. C'est cette démarche qu'il faut embrasser parce que c'est le code de Bukogo. Mais malheureusement, et le grand malheureusement, ce que je suis en train de dire ne peut qu'être palaisément compris. Pourquoi? Parce que je suis en train de m'adresser aux Africains. Si j'étais en train de m'adresser aux Bayombe, dans un conflit intéressant les Bayombe, tout le monde serait d'accord avec moi. Et les Bayombe de Tchela, et c'est des Boma seraient d'accord avec moi. Si j'étais en train de m'adresser à un conflit entre les Zoulous de Johannesburg et les KwaZulu-Natal, ils seraient d'accord avec moi parce qu'il y a une conscience collective Zoulou. Si j'étais en train de m'adresser aux Baluba de Tchikapa et de Mbujima, ils me comprendraient facilement parce qu'il y a une conscience collective appelée Luba contre laquelle on ne peut pas pécher. Mais il n'existe pas de conscience collective dite africaine, ça n'existe pas, c'est seulement un mot de désignation, ça ne nous définit pas, ça ne nous définit pas, ça indique seulement une couleur de peau et un lieu d'origine, c'est tout. OK? Ça n'existe rien d'autre, ça n'indique rien d'autre. Et de par conséquent, je suis en train de m'adresser à des rochers. Je suis en train de prêcher sur les rochers, je suis conscient de cela. Mais l'espérance est que, à continuer à verser trop d'eau sur les rochers, des fois même les deux graines de sable qui coincées dans une fissure finissent par pousser une petite tige d'herbe. Voyez un peu. C'est la seule histoire que nous avons. Pourquoi? Parce que l'Afrique, la conscience africaine est une oreille sourde. Elle n'existe pas. C'est pourquoi nous nous alignons à faire les considérations, à nous aligner aux considérations que nous font les étrangers, parce que nous sommes étrangers à nous-mêmes. Nous sommes en même temps africains et étrangers des Africains.
Nous sommes africains parce que nous sommes désignés ainsi. Nous sommes étrangers à l'expression, à la désignation africaine parce que cela ne nous définit pas. Une guerre entre les Nsomileke est impossible. Un conflit, oui, mais qui doit être tout de suite réglé. Les notables doivent intervenir. Pourquoi? Parce qu'il existe une conscience Nsomileke. Nous pouvons répéter ce raisonnement avec tous les différents grands peuples, dotés d'une histoire, d'une tradition, d'une langue, d'un processus virtuel, mental, spirituel d'auto-identification, des connexions et des reconnexions. Mais l'Afrique n'en possède pas. Nous ne sommes pas des Africains tout en l'étant en même temps. Qu'est-ce que cela signifie? Nous ne sommes pas parce que nous n'avons jamais décidé de nous appeler ainsi. Elle ne contient aucune image, aucun positionnement historique, aucun héritage historique, et nous le sommes parce que c'est comme ça que les autres nous appellent. Mais nous avons oublié comment nous nous appelions. Nous avons aucune conscience de ce que nous sommes, c'est les autres qui nous disent ce que nous sommes. Pour comprendre qui est un Africain, il faut aller à l'école. C'est pas comme ça. Hein? Pour comprendre qui est africain, pourquoi tu es africain, il faut aller à l'école. Dis-moi. Est-ce que si tu es Moulouba, tu as besoin d'aller à l'école pour apprendre que tu es Louba? Non, non. Absolument pas. C'est très logique. C'est très logique. Mais pour savoir que tu es africain, tu dois aller à l'école qu'on dit que tu es africain. En bas. Depuis un bon bout de temps. En bas. Je suis africain. Oui, tu es africain. Ça signifie quoi? Bon, ça signifie que tu es africain, tu as la peau noire et tu habites en Afrique. Toute autre chose, qu'on dit, mais la musique africaine, non, bah écoute, maintenant, il faut comprendre qu'il y a la musique camerounaise, il y a congolaise, il y a... Mais quand on dit, la musique classique, elle est européenne, tu peux me dire si la musique est classique à partir de quel pays de l'Europe? Non, c'est une musique européenne. On dit cuisine européenne. On a des images, on sait c'est quoi la cuisine européenne. Chic, bien fait, bien servi. En fait, dès que chez nous, on trouve quelqu'un qui se comporte d'une certaine manière élevée, élégante, on dit qu'il se comporte comme un Européen. C'est l'identité européenne. C'est l'image européenne. C'est une personne chic. C'est une personne aisée. C'est une personne instruite. Pourquoi pensons-nous que quand nous avons devant un Européen, nous avons quelqu'un qui est aisé financièrement et instruit? C'est parce qu'il y a une identité européenne qui définit ainsi. Telle qu'une identité chinoise. Elle définit un être. OK? Mais nous, par contre, les autres nous appellent. En parlant de la Chine, c'est l'Europe qui parle de la Chine. Les Chines ne s'appellent pas Chinois, ils ont une identité propre. Ils ont un terme qui les identifie, à travers lequel ils se reconnaissent. OK? Ils ont une expression avec laquelle ils se reconnaissent. Nous n'en avons pas. Nous ne savons pas nous identifier. Quand nous disons africains, c'est un vide. Il n'y a rien, il n'y a pas d'image. Quand nous parlons d'Afrique, par contre, c'est différent. Quand nous parlons d'Afrique, nous voyons des okapis, des gorilles, justement parce qu'il indique un territoire, il indique pas un peuple, il indique pas une histoire. Il indique plus ou moins un lieu touristique, exotique, où on peut rencontrer des choses où on ne trouve pas dans le monde entier. Mais elle n'est pas indicateur. Elle n'est pas indicateur d'une culture, d'une dignité, d'une manière de faire. En fait, elle n'existait pas. Et ces vides-là sont les causes et la cause majeure des différents conflits que nous avons aujourd'hui, entre autres des conflits entre les Rwandais et les Congo. Nous sommes en train de combattre, nous sommes en train de verser les mêmes sangs sans pour autant les savoir. Sans la capacité de les reconnaître et de l'admettre. Nous sommes en train de suer une honte cosmique, tout en y étant complètement détaché, serein. Bien entendu, il y a, comme tu l'as évoqué, des agents extérieurs qui sont en train de pousser vers cela. Comme les marchés, moi tu l'avais dit, entre un frère et un ami, le choix est clair. Mais qu'en est-il si tu ne sais pas identifier ton frère?
C'est là où se trouvent les problèmes. Qu'en est-il si tu es incapable d'identifier ton frère? À ce moment-là, la théorie entre qui Mobutu, les maréchaux Mobutu avaient introduit, selon laquelle entre les frères et l'ami, le choix est clair, n'est plus applicable. N'est plus applicable. Et nous nous rendons compte, nous pouvons, à partir de ce moment-là, réaliser les conséquences qui vont s'en suivre. Qui vont s'en suivre. Nous sommes en train de nous tuer entre nous pour alimenter les usines des occidentaux en matière première. Nous sommes en train de nous entretuer pour faire riches les multinationales occidentaux parce que les instruments de guerre que nous utilisons, il n'y a aucun pays africain qui en est producteur. L'Afrique ne produit pas de balles. L'Afrique ne produit pas de tennis militaires. L'Afrique ne produit pas de chars de combat. L'Afrique ne produit pas des avions de chasse. L'Afrique ne produit rien de tout ce qui est en train d'être utilisé. C'est-à-dire, nous devons les acheter. OK? C'est-à-dire, en nous tuant, nous sommes en train de gonfler les poches, de remplir les bourses des pays occidentaux. OK? Ou de toutes ces grandes sociétés qui sont justement intéressés de ces minéraux. Mais nous nous tuons pour ça. Y a-t-il pas une solution pour que nous pouvons les leur vendre sans que nous nous tuions? Y a-t-il pas un consensus applicable pour que, OK, vous voulez les minéraux, mais nous on se tue pas pour ça? Un front commun pour lequel vous pouvez venir discuter les prix avec nous. Nous sommes disponibles à discuter les prix avec vous, des minéraux. OK? Et chacun peut apporter sa contribution. On peut trouver des accords de redistribution de ces ressources. OK? Parce que si les Rwandais, hypothétiquement, juste pour parler, veut un pourcentage, par exemple du coltan, de la vente des coltans, la question n'est pas celui de les lui accorder ou pas. La question se pose. OK, admettons que je te donne un pourcentage de la vente des coltans du pays, du Congo. En échange, tu donnes quoi? Quel est les biens, la compétence que toi tu possèdes, que tu peux me donner, que je peux recevoir de ta part, qui va faire ce que je justifie de 3-4% de la vente de cobalt que je te donne? C'est une voie de solution. Pour ces conflits, il faut une table qui met ensemble des notables, pas des politiciens. Ce n'est pas un conflit politique. C'est même pas un conflit militaire, parce que sur le plan militaire, nous avons les armes qu'utilisent les Rwandais et que les armes utilisent les Congo avec l'intermédiaire du M23, OK, représente un réseau commercial d'enrichissement des compagnies de production d'armes occidentaux, les fameuses multinationales dont nous parlons toujours. Comment pouvons-nous être naïfs au point de penser que nous pouvons réaliser un bien national, territorial, régional, en remplissant les poches des multinationales? Comment nous pouvons penser cela? Donc, l'utilisation des moyens militaires, OK, avec ce que représente comme coût, OK, doit tout de suite être mis à côté. Tout de suite être mis de côté. Par après, maintenant, mesurer l'intention. Chaque peuple de ces deux parties confrontées doit mesurer l'intention de la personne qui les représente. Parce que le peuple veut la paix, veut vivre, veut la vie. Le peuple choisit toujours la vie. Et nous devons avoir un leader qui représente ces choix-là. Si nous avons un leader qui ne veut pas de ces choix, eh bien, nous n'en avons plus besoin. La question qu'il faut poser aux deux acteurs: tu veux la paix? Oui. Alors, mets en marche ce qu'il faut pour la paix. De l'autre côté, tu veux la paix? Oui. Mettons en marche ce qu'il faut pour la paix.
Et tout simplement, cette première considération, ok, nécessite un cessez-le-feu immédiat. Parce que le feu, le non-cessez-le-feu, constitue un commerce. C'est une dimension commerciale. Nous devons réaliser, Rwandais, Congolais, M23 y compris. Quand vous voyez des gens venir armes à la main, mitraillettes à la main, portant les chars de combat, monter sur les chars de combat, ils représentent un coût que vous devez payer. Les victoires militaires sont d'ordre du passé, ça n'existe plus. C'est de l'époque des Roland. Hein, les chevaliers Roland de la table ronde, tous les chevaliers malinqués, c'est à cette époque-là qu'il existait des victoires militaires. Pourquoi? Vous savez pourquoi il existait cela? Non. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas de société de production d'armes. Ok. Chaque pays était responsable de la production de ses propres armes. Chaque pays qui veut aller en guerre devait produire ses propres armes. Il n'y avait pas d'achat des armes d'un côté. Il n'existait pas de producteurs d'armes. Donc, les armes possédées par un peuple représentaient sa suprématie ou sa force. Et à ce moment-là, nous avons parlé dans le passé des victoires militaires. Quand nous évoquons, par exemple, les victoires de Shaka Zulu sur les Britanniques, sur les Anglais, il s'agit d'une victoire parce que les armes Zulu étaient fabriquées dans les fournaises Zulu. Ok? Shaka Zulu n'achetait pas les armes de la France pour combattre les Anglais. Il n'achetait pas les armes de l'Hollande pour combattre, parce que dans ces cas-là, il n'y a plus de victoire. C'est lui qui gagne, c'est celui qui encaisse l'argent. Donc, il ne peut pas y avoir une victoire pour les Congo ou les Rwandais. Parce qu'à ce moment ici, il y a une personne qui est déjà en train de gagner. Ouais, il y a déjà quelqu'un qui est en train de gagner. C'est celui qui est en train d'encaisser l'argent. Quand vous faites des commandes de gauche et de droite, parce que si vous avez une réserve militaire, vous combattez, vous les finissez. Et puis, il faut la refournir. OK? Il faut la refournir. Tout ce que vous acquisez, c'est, de votre côté, ce sont les pertes. Les pertes en vie humaine. Les pertes en munitions ne sont pas des vraies pertes parce que vous devez en acheter encore. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train de vaincre maintenant dans le conflit entre le Rwanda et l'Ouganda, entre le Rwanda et le Congo, et qui a toujours vaincu depuis le début de ce conflit-là, ok? Depuis le début de ce conflit-là, avec Mouzé Kabila, les seules personnes qui ont vaincu, les vrais gagnants, ce sont les compagnies d'armes. Parce qu'ils ils étaient milliardaires dans ces années-là. Ils sont des multi-trillionnaires aujourd'hui, grâce à ces conflits-là. Et de notre côté, qu'est-ce que nous avons de l'un et de l'autre? Que des morts. Que des morts. Donc, en conclusion, nous devons nous poser des questions. D'abord, comprendre la dimension de la honte, reliée au fait que nous partageons le sang. Ok? Nous ne pouvons pas définir un Rwandais. Qui est un Rwandais, qui n'est pas un Rwandais, ce n'est pas définissable. Parce que ce n'est pas une identité authentique. On ne peut pas définir qui est un Congolais ou pas. Mais on peut définir qui est un Luba. On peut définir qui est un Swahili. Et l'on va se rendre compte qu'on a de tous les deux côtés. On va se rendre compte qu'on a de tous les deux côtés. Et en partant de cela, aujourd'hui, les couches Kamit Congo qui lancent le mouvement, l'initiative de l'union des Africains avant tout. Par après, nous allons comprendre que nous sommes des mélanodermes. Mais les mélanodermes, c'est une identité scientifique. Ceux qui possèdent la mélanoderme, nous sommes les mélanodermes. Ou disons, c'est avec les taux les plus élevés des mélanodermes. Ça, c'est un nom scientifique. Mais nous devons arriver à un consensus définissant qui nous sommes, comment nous décidons de nous appeler de manière unilatérale.
Et dans cette mission-là, dans cette démarche-là, notre terrain de bataille, notre premier terrain d'expérience, c'est la guerre Congo-Rwanda. Et le Kush Kamit Congo appelle à une conscience. Je ne peux pas faire appel à une conscience africaine parce que, comme je dis, elle n'existait pas. Je fais plutôt appel à une considération historique. Je veux que nous faisons une considération des faits historiques qui sont les suivants. Nous avons été appelés Rwandais et Congolais. Les lignes démarquables, les frontières ont été tracées par des étrangers. Au jour des traçats de ces lignes-là, des frères se sont retrouvés divisés, les familles, les classes se sont retrouvées divisées, à qui ont été données des identités, des désignations. Ok? Les mêmes sangs se retrouvent de tous les deux côtés. Et de par ces faits, nous avons un sang d'ensemble. Et à partir de cela, nous devons considérer maintenant, du fait que nous avons les sangs ensemble, nous avons les mêmes sangs, où nous partageons les sangs. Parce que si nous reconnaissons, ceux du Nord et du Sud reconnaissent que les Chouaïlis sont nos frères, mais nos frères partagent les sangs avec ceux qui sont de l'autre côté. Des lignes coloniales. Et ces lignes ont toujours une nature commerciale et des manipulations politiques. Et donc, nous réalisons que ces conflits-là, les fratricides, nous réalisons que nous débouchons sur les fratricides. Et que nous ne pouvons pas accepter les fratricides parce qu'elle est contre les codes de Bukongo, elle est contre les codes de Bantou. Les cousins ne se battent pas. Certes, ils peuvent avoir des conflits, mais les conflits, les cousins ne font pas la guerre. Les cousins se supportent, les frères se supportent, ne se font pas la guerre. Pour nous, cela est un antifatillage, propre aux enfants. Mais les enfants se font la guerre pour apprendre la vie. Les enfants se font la guerre pour apprendre la vie, pas pour régler les conflits. Les enfants n'ont pas de conflits à régler. Mais les adultes ont des conflits à régler et par conséquent, nous ne pouvons pas nous faire la guerre. Ça, c'est le code de Bantou qui nous indique cela. Et la considération suivante est la suivante. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Mais avant tout, nous devons apprendre à identifier notre frère. Et trois, les conflits, oui, les guerres, non. Et que en cas de guerre, nous appelons les notables, ceux qui ont droit, le pouvoir accordé traditionnellement sur la terre, à s'asseoir, à se réunir en conseil, à créer une troisième partie, composée des notables des deux partis belligérants, des deux partis en conflit, plus d'autres notables des partis non en conflit, qui vont constituer un conseil, qui vont écouter les deux parties. Maintenant, une fois que ces partis-là, ces notables ont été constitués, ces partis ont été constitués, maintenant on va écouter la politique. Mais avant tout, il y a la royauté. Avant tout, les propriétaires de la terre vont se constituer en partie. Après, maintenant, ils sont les juges parce qu'ils sont les propriétaires de la terre. Ça, ce n'est pas un titre politique. Le chef coutumier est chef coutumier dès sa naissance jusqu'à sa mort. Ce n'est pas un titre qu'on obtient pour 5 ans. Ce n'est pas un mandat. Ok? Un chef coutumier, un roi, un prince, un marquis, ce n'est pas un mandat. C'est une autorité. Et qui vont maintenant écouter les politiques. De tous les deux partis. Les notables Congo n'ont qu'appelé Tshisekedi. Et les notables rwandais n'ont qu'entendre Kagame. Après s'être constitués en commission, ils vont décider, délibérer, et attendre les requêtes. D'accord que nous voulons la paix. Il y a personne qui veut la guerre entre nous ici. Oui, il y a personne qui veut la guerre. Okay. Tu te sens lésé, oui. En tant que parti lésé, quelles sont tes demandes? Qu'est-ce que tu demandes comme compensation pour terminer cette chose, ce conflit? Les partis rwandais vont dire, moi je veux ça, garantie de ça. La partie congolaise vous dit, nous on fait ça. La politique parle aux notables, les notables vont s'attendre à entrer, parce que les notables n'ont jamais été en conflit. C'est la politique qui est en conflit. Il n'y a aucun notable Congo qui est en conflit avec les notables rwandais.
On est d'accord là-dessus. Il n'y a aucun chef coutumier congolais qui est en conflit avec un chef coutumier, n'importe quel chef coutumier rwandais. On est clair là-dessus. Entre chefs coutumiers, ils représentent la coutume. Et c'est la même coutume. C'est les mêmes ancêtres. Oui. Ils ne peuvent pas être en conflit. Parce que nous partageons les ancêtres communs. OK? Nous sommes arrivés sur ces territoires ensemble. Nous avons un ancêtre commun. Et les chefs coutumiers représentent cet élément-là. C'est à eux de parler au pôle politique. Et maintenant, ils vont se concerter entre eux. Décider, après avoir signé un cessez-le-feu unilatéral parce qu'on ne verse pas le propre sang. Point. Après, ces commissions vont parler aux deux parties leur disant, nous avons reçu vos requêtes. En y appliquant les codes et la moralité bantou, nous avons retenu que telles demandes sont normales. Ces derniers, ils sont pas bons. On les rejette. De ce côté aussi, nous avons accepté ça, nous avons rejeté cela. OK? C'est ce que nous voulons faire pour la paix, le bon-être et le progrès de nos peuples. Vous devez signer cela. Si vous représentez réellement la paix que chacun d'entre vous est en train de proférer et de mal manifester en baladant les militaires qui représentent des investissements économiques et des multinationales. Comment pouvez-vous préférer parler de la paix pendant comment pouvez-vous parler de la paix pendant que vous êtes en train de pointer les armes et pas chercher des relations, des moyens de résoudre cela de manière entre frères? Comment pourriez-vous parler de progrès quand tout ce que vous êtes en train de faire, c'est remplir les poches des multinationales des productions et des ventes d'armes? C'est contradictoire de tous les deux partis. C'est contradictoire de tous les deux partis. Et maintenant, les notables doivent s'assurer que ces deux partis réellement veillent la paix et imposer les conditions, signer un compris. On se serre la main et voilà. Dans le cas où les partis veillent la guerre, ça devient un problème entre des notables de ces partis, de ces pays, de ces territoires, de voir comment voulons-nous la paix, comment toi tu veux la guerre. C'est ça la démarche à appliquer. Et ça, c'est les codes de Bantou, c'est les codes du Congo. Je ne suis en train d'apprendre à personne cela. Je suis seulement en train de les rappeler. En Kouja Célèbre. Douaou, un